Le son de mon nom, craché avec mépris, fut comme un violent coup en pleine poitrine. Ce n'était pas une bagarre de rue, ni la voix d'un inconnu hostile. C'était intime, proche, venant de chez moi. Le premier mot de cet enregistrement audio contenait suffisamment de venin pour briser des années de silence et de patience. Je me suis figé. Mes doigts transpiraient, mon cœur battait fort. Qu'y avait-il de si grave dans un simple message vocal? J'ai appuyé de nouveau sur lecture, comme si je touchais une flamme pour m'assurer qu'elle était éteinte. Sa voix ne tremblait pas. Elle semblait exempte de tout remords. Elle parlait de moi comme d'une nuisance, d'un objet à jeter après usage. Puis vint un rire étouffé, entendu, qui ne laissait aucun doute. Ce n'était pas que du mépris. C'était un plan. C'était une conspiration. Le genre de rire qui fait d'une mère une cible, une vie de sacrifice pour de l'argent facile. Les phrases fusaient, tranchantes, chacune ouvrant une blessure différente. Elle a déjà donné ce qu'elle avait à donner. Elle prend trop de place. Si on arrive à la faire signer, tout s'arrangera. Des mots froids, lancés comme des couteaux, transpercèrent ma confiance avec la précision de quelqu'un qui les a répétés maintes fois. Et, en arrière-plan, une autre voix, plus familière que toutes les autres, répondit par un rire. Mon propre fils. La pièce où je me trouvais sembla rétrécir. Les murs s'animèrent et se refermèrent sur moi, comme s'ils voulaient m'écraser avec ma découverte. Je serrai mon téléphone si fort que mes jointures devinrent blanches. C'était impossible. C'était impossible. Comment quelqu'un que j'avais porté dans mes bras et bercé pendant des nuits fiévreuses pouvait-il maintenant se moquer de moi et comploter dans mon dos? Le message semblait interminable. Chaque seconde révélait une nouvelle couche de délabrement. De courtes phrases, maudites entre les lignes, évoquaient des secrets qui allaient bien au-delà du simple manque de respect. C'était un réseau d'intentions cachées, tissé avec une patience empoisonnée, attendant le moment propice pour m'engloutir tout entier. Sept secrets, comme cette porte verrouillée, et chaque ouverture me menait plus profondément dans un couloir sombre. Je sentais l'air se raréfier. Le sol qui semblait si solide était maintenant des sables mouvants. Ce n'était pas que des paroles. Ce n'était pas une belle fille rancunière qui exhalait sa colère. C'était de la cupidité. C'était un calcul. C'était une tentative de me rendre inutile afin qu'il hérite de ce que j'avais bâti grâce à mon travail. Telle une maison apparemment solide dont les fondations commençaient à se fissurer, ma vie menaçait de s'écrouler. Mais quelque chose en moi ne cédait pas. La douleur et la colère me serraient l'estomac. Je pouvais fermer les yeux et faire comme si de rien n'était, comme je le faisais souvent face aux regards en coin, aux plaisanteries déguisées et au silence à table. Ou je pouvais continuer à écouter, jusqu'au bout, même si chaque mot était un coup dur pour ma paix intérieure. Écouter devint inévitable. Il me fallait connaître toute la vérité, aussi amère soit-elle. Car au cœur de ce poison se cachait une opportunité. Chaque secret révélé pouvait être une arme que j'ignorais posséder. Chaque phrase enregistrée, une preuve. C'était comme marcher sur du verre brisé. Chaque pas me faisait mal, mais j'approchais de la clairière, du moment où la lumière allait enfin me révéler toute la vérité. Et puis une question a commencé à résonner en moi, comme le tonnerre dans l'orage. Quand la personne que vous aimez le plus vous frappe, vers qui pouvez-vous vous tourner pour trouver du soutien? Je n'avais pas encore la réponse. Je savais seulement que l'enregistrement audio n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur. C'était un cri vers l'abîme. Et en même temps, la clé qui pouvait renverser la situation et transformer chaque humiliation en force. Je restais là, le téléphone toujours en main, le regard perdu dans le vide, comme perdu dans mes pensées. Ces voix familières me révélaient un scénario que j'avais toujours redouté, mais que je n'avais jamais voulu affronter. Ce n'était pas seulement un manque d'affection, ni de la négligence. C'était un projet patiemment construit pour me réduire au point de me considérer comme une personne sans valeur. Et c'était douloureux, car cela n'avait pas commencé avec ce message. C'était simplement l'aboutissement d'un long cheminement de silence forcé. Je me souviens encore des premières fois où j'ai compris que quelque chose avait changé. Les réunions de famille où l'on m'empêchait de parler, comme si mes histoires n'avaient aucune importance. Les rires étouffés quand je commentais quelque chose, comme si l'âge m'avait privé de ma lucidité. L'assiette qu'on me retirait du visage avant même que j'ai fini, comme si je prenais trop de place, même sur la table que je m'étais achetée. Chaque geste transmettait le message. Je n'étais plus le centre de l'attention, j'étais un détail gênant. Et je l'ai accepté, en grande partie. Car toute ma vie, on m'avait appris à le supporter. À supporter les regards en coin au supermarché,
à supporter les voisins qui m'appelaient « la brune de l'appartement », sans jamais se souvenir de mon nom, à supporter les patrons qui louaient mes efforts mais ne me donnaient jamais de promotion parce que c'était déjà trop beau pour en valoir la peine. Je portais ce fardeau comme s'il faisait partie intégrante de la vie, sans me rendre compte qu'il m'épuisait petit à petit. Avant même de m'en rendre compte, je rapetissais même chez moi. Mais il y a quelque chose que personne n'a pu effacer, le souvenir de la femme que j'étais autrefois. Celle qui se débattait dans des bus bondés pour arriver au travail avant le lever du soleil. Celle qui n'achetait pas de nouvelles chaussures pour que son fils ne gèle pas en hiver. Celle qui tenait tête à des médecins arrogants pour exiger le respect lorsque son mari tombait malade. Cette femme vit toujours en moi. Elle a juste été marginalisée et ensevelie sous une couche de mépris. Quand j'ai appris cette nouvelle, chaque mot m'a ramené à elle. C'était comme retirer un chiffon épais d'un miroir poussiéreux. Je me suis revue, mais pas la silhouette fragile qu'on voulait me faire croire. Je me suis vue comme une survivante. Et une survivante n'accepte pas d'être rejetée. C'est pourquoi tant de gens choisissent de rester après chaque révélation. Car au fond, nous connaissons tous ce sentiment d'être rabaissés et traités comme des invisibles. Quand quelqu'un met des mots sur ce que vous avez vécu, c'est comme si une lumière s'allumait en vous. Et cette lumière ne s'éteint jamais. J'ai pris une grande inspiration, le cœur battant encore, et j'ai remis mon téléphone dans le tiroir. Mais je ne pouvais pas fermer les yeux. La question subsistait. Jusqu'où était-il prêt à aller? L'enregistrement audio en avait déjà trop révélé, mais il laissait des traces de quelque chose de plus grand encore. Et je devais suivre ces traces, même si elles me menaient plus profondément dans l'abîme. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. La nouvelle résonnait dans ma tête comme un disque rayé, les mêmes phrases cruelles se répétant sans cesse. Le silence dans la pièce ne faisait qu'amplifier le souvenir. J'avais l'impression d'être allongé sur des charbons ardents, immobile en apparence, mais brûlant intérieurement. J'ai fermé les yeux et j'ai vu le visage de mon fils, petit enfant, riant innocemment. Ce même rire se mêlait maintenant à la moquerie, soutenant la femme qui m'avait traité de pourriture. Le contraste m'a bouleversé. Ce matin-là, assis à table en train de boire un café, j'ai remarqué des signes qui me semblaient auparavant insignifiants. Le regard impatient de ma belle-fille quand je me suis servi en premier. Le profond soupir de mon fils quand j'ai mis un peu trop de temps à lui dire quelque chose. Les murmures intermittents quand j'entrais dans la pièce. Tout prenait un sens nouveau. Ce n'étaient pas des gestes aléatoires, c'étaient des briques dans un mur qui m'éloignaient toujours plus d'eux. J'avais toujours voulu croire que c'était juste moi qui étais trop sensible. Maintenant, je comprenais, j'avais été naïf. J'avais l'impression de traverser un couloir étroit, les portes se refermant derrière moi. Chaque souvenir devenait la preuve que la conspiration n'était pas née de nulle part. Elle avait été cultivée goutte à goutte jusqu'à former le poison qui s'infiltrait dans cet enregistrement. Et sans m'en rendre compte, j'avais contribué à alimenter ce complot par ma confiance aveugle. En remuant ma cuillère dans mon café maintenant froid, je pensais à la façon dont la vie peut basculer en silence. On vit en croyant être sur la terre ferme, mais soudain, on réalise qu'on marche sur une glace fragile. Un seul craquement suffit, et tout s'écroule. Et le bruit de ce craquement était là, enregistré, stocké dans la mémoire de mon téléphone, prouvant que ma fragilité était à la base de leur plan. D'abord, il y a eu la peur. La peur de perdre ce que j'avais accompli, la peur d'être effacé de ma propre histoire. Mais avec cette peur est venue autre chose, le rappel persistant de tout ce que j'avais vécu. Le froid matinal à l'arrêt de bus, les humiliations endurées en silence pour tenir jusqu'à la fin du mois, les moments où je devais feindre le calme pour protéger mes enfants d'une douleur encore plus grande. Je connaissais le poids de la chute, mais je connaissais aussi la force de la survie. Pourtant, la douleur était réelle. Mon corps était lourd, comme si je portais de lourds sacs de pierre sur mes épaules. Chaque geste me revenait en mémoire, les mains de ma belle-fille arrachant mon assiette sur la table, l'interruption méprisante de mon fils. De petites scènes que j'avais digérées me transperçaient maintenant comme des lames. Impossible de revenir en arrière. Je ne pouvais oublier ce que j'avais déjà entendu. La journée s'éternisait, mais quelque chose d'étrange grandissait en moi. Un mélange de peur et de détermination. Comme si je me tenais au bord d'un gouffre, percevant l'obscurité sous mes pieds, mais sentant aussi une corde cachée, prête à être utilisée si j'avais le courage de la chercher. C'est ce sentiment qui me coupa le souffle, la certitude qu'il existait encore un chemin secret, quelque chose qui attendait d'être révélé. Et dans cet état d'alerte, j'ai remarqué un détail dans l'enregistrement audio qui m'avait jusque-là échappé, un indice presque murmuré au milieu de la conspiration.
Un indice qui pourrait tout changer si j'avais le courage de le poursuivre. J'ai réécouté l'extrait audio, cette fois plus attentivement, savourant chaque seconde. Entre rires et phrases venimeuses, une voix a murmuré quelque chose de presque caché. Elle a mentionné des dates, parlé de documents, et a laissé entendre qu'elle voulait agir vite avant que je ne m'en aperçoive. C'était une fissure, un glissement. Et dans ce glissement, j'ai vu une porte ouverte. Mon cœur s'est serré, mais en même temps, une étincelle de clarté m'a traversé. Ils étaient tellement convaincus de ma fragilité qu'ils n'ont pas pris la peine de cacher tous les détails. Soudain, mon espace changea. L'horloge murale tic-tac trop lentement, comme si elle m'obligeait à repenser chacun de mes mouvements. Le bruit de la rue filtrait par la fenêtre, semblant lointain et insignifiant. Il n'y avait que moi, mon téléphone et la conscience que ma vie était assiégée, approchant silencieusement. Mais dans ce silence résidait un choix. Je pouvais céder et laisser la peur m'envahir, ou la transformer en lentille et voir chaque signe clairement. Je me suis souvenu d'une scène simple de l'enfance de mon fils. Il apprenait à faire du vélo. Il est tombé plusieurs fois, s'est écorché les genoux, mais a persévéré jusqu'à retrouver l'équilibre. Aujourd'hui, je réalise que, sans le savoir, j'ai appris de cette façon toute ma vie. M'écorcher les genoux dans tant de situations, ravaler tant de « non », essuyer tant de regards noirs, et continuer malgré tout. Ce souvenir m'a réchauffé le cœur, contrastant avec la froideur de ce que je venais d'entendre. Comme si le passé voulait me rappeler que je suis faite non seulement de douleur, mais aussi de résilience. Tandis que ce souvenir m'envahissait, j'ai remarqué que ma respiration s'était calmée. Ce n'était pas la paix, c'était autre chose. C'était la sérénité qui précède l'orage, quand le ciel semble endormi, mais que tout le monde sait que la pluie arrive. Et c'est à ce moment précis que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce voyage et de laisser un signe silencieux que le message les a touchés, comme le geste de quelqu'un qui comprend le fardeau et ne veut pas le porter seul. Je passais mes doigts sur l'écran comme si je caressais un objet fragile. Mais il n'y avait aucune fragilité. Il y avait des munitions. Chaque mot enregistré était une balle dans le canon, et la différence entre la victoire et la défaite résidait dans la façon dont je l'utilisais. Cette prise de conscience me procurait un certain soulagement, ne serait-ce qu'un instant. C'était comme si je prenais une grande inspiration au milieu de la tempête, et ne serait-ce qu'un instant, je sentais que mon corps était encore vivant. Mais chaque fois que je réfléchissais à cette preuve, une ombre me rôdait. Et s'ils étaient plus rapides ? Et si le piège avait déjà été tendu avant même que je fasse mon premier pas ? Ce doute me hantait comme une silhouette sans visage, omniprésente. Il me rappelait que rien n'était encore décidé. J'étais en pleine partie, et il restait encore des pièces sur l'échiquier que je ne pouvais pas voir. Je restais allongé là cette nuit-là, l'esprit agité. Je fermais les yeux et vis des portes s'ouvrir et se fermer, des couloirs sombres, des voix se mêler. Impossible de distinguer le souvenir de la peur. Pourtant, au cœur de ce tumulte résidait une certitude troublante. L'enregistrement audio n'était pas seulement un témoignage de ce que les gens pensaient de moi. C'était aussi la carte de quelque chose de plus grand, qui attendait encore d'être révélé. Le lendemain matin, le ciel me semblait trop gris, comme s'il reflétait le fardeau que je portais. Je suis entré dans la cuisine et j'ai senti chaque pas résonner différemment, comme si la maison avait changé de ton après ma découverte. Le bruit de l'eau bouillante était trop fort, trop agressif. Et même l'odeur du café éveillait en moi l'étrange sensation de vivre dans un lieu qui ne m'appartenait plus. Tout autour de moi semblait contaminé par le poison de ce son. En remuant le sucre dans ma tasse, je repensais à des années de cruauté dissimulée. C'était comme si le message vocal avait décollé un mur, révélant la moisissure sous la peinture. Ce n'était pas un hasard. C'était une accumulation de gestes, d'apartés et de silences qui m'avaient acculé. Maintenant que les mots étaient enregistrés, je réalisais que chaque détail faisait partie d'une vaste conspiration. J'ai fermé les yeux et essayé de me souvenir des moments où je me sentais perçu. Il n'y en avait pas beaucoup. La première fois, c'était un soir pluvieux, en rentrant du travail. Mon fils, encore tout petit, s'est précipité vers la porte, un dessin à la main. Il avait écrit « Maman est forte ». J'y croyais. Et pendant des années, c'était cette lueur d'espoir qui m'a porté à travers les méandres du quotidien. Mais maintenant, c'était le même garçon, devenu adulte, riant au son de la musique tandis qu'il complotait contre moi. Ce contraste me déchirait intérieurement. À chaque souvenir d'affection s'ajoutait l'ombre de la trahison. À chaque instant de fierté s'ajoutait le poids de la honte. Je me retrouvais sur une cruelle bascule, tiraillé entre le souvenir de l'amour et l'épreuve d'un complot. C'était comme si je marchais sur un pont étroit,
D'un côté, la lumière de ce que j'avais construit, de l'autre, l'obscurité de ce qu'on voulait arracher. Et le vent soufflait avec incertitude, ébranlant la structure et tentant de m'entraîner vers le bas. Il y eut des moments où le courage vint, inattendu, presque doux. Je relevai la tête et regardai devant moi avec détermination. Mais peu après, la peur m'envahit, lancinante comme une vieille douleur, me rappelant que la chute pouvait être dévastatrice. Ce changement me consumait, mais me tenait aussi éveillé. Je ne pouvais pas céder à la léthargie. Il était clair qu'il fallait agir, que le silence ne suffirait plus. J'ai senti que l'enregistrement n'était pas seulement une preuve du mal. C'était aussi un appel. Un appel à quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne comprenais pas encore. Comme s'il y avait d'autres couches cachées, d'autres secrets qui n'attendaient qu'à être révélés. L'enregistrement n'était qu'une porte, et j'avais déjà posé la main sur la poignée. La question subsistait. Aurais-je la force de me retourner et de franchir la porte pour découvrir ce qui se trouvait de l'autre côté? Avec cette pensée en tête, j'ai fermé le tiroir où je rangeais mon téléphone. Mais le poids de cette décision ne s'est pas atténué. Il est resté avec moi, me soufflant dans le cou, me murmurant que le pire était à venir. Cet après-midi-là, assis près de la fenêtre, j'observais le ciel. De lourds nuages s'amoncelaient, comme annonçant un orage, et pendant un instant, j'ai senti que la scène reflétait exactement ce qui se passait en moi. C'était comme si chaque mot de l'enregistrement s'était transformé en tonnerre, prêt à briser le silence à tout instant. L'air était étouffant, la respiration difficile, mais en même temps, au milieu de cette oppression, une étrange clarté régnait. Impossible de le nier, j'étais sur le point de franchir une frontière invisible. Le souvenir du rire de mon fils résonnait encore dans mes oreilles. Ce n'était pas seulement le son, c'était le poids qui le soutenait. Il y avait une complicité, un choix. Il ne s'est pas contenté d'écouter, il a participé. Cette prise de conscience m'a déchiré. C'est une douleur qui ne saigne pas, mais qui ronge de l'intérieur, comme la rouille sur le vieux fer. Et pourtant, au milieu de cette rouille, quelque chose brillait, la possibilité de riposter. C'était cette étincelle qui me maintenait en vie, même quand tout en moi hurlait à l'effondrement. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que les objets contenaient des histoires qui me semblaient désormais lointaines. Le fauteuil où je cousais des uniformes scolaires, la bibliothèque remplie de portraits capturant des sourires qui me semblaient désormais faux. C'était comme si je traversais un musée de ma propre vie, où chaque pièce contenait à la fois beauté et trahison. Cette dualité me transperçait comme une lame, la douceur de ce que j'avais construit et l'amertume de ce qu'ils essayaient d'arracher. La peur revint par vagues. Peur d'être à nouveau trahi, peur de tomber dans un piège soigneusement tendu, peur de perdre non seulement mes biens, mais aussi le peu de dignité qui me restait. Mais bientôt, un souvenir persistant me revint, comme une lumière filtrant à travers les fissures, l'époque où j'avais survécu à l'impossible, où personne ne croyait en moi, et pourtant j'avais persévéré. Ce souvenir me disait qu'il y avait encore quelque chose à sauver. Le temps semblait s'étirer. Chaque seconde était chargée d'une tension invisible, comme une respiration haletante. Je savais que je ne pouvais pas rester immobile, mais chaque pas me coûtait plus d'énergie que je ne l'avais imaginé. C'était comme si j'étais sur une route déserte, sachant que l'obscurité s'étendait derrière moi et que devant moi n'était qu'une lueur lointaine, une lueur qui pouvait être le salut ou un mirage. Au fond de moi, je sentais que ces sons n'étaient qu'une surface. Il y avait plus. Des mots prononcés à la hâte, des secrets cachés dans des pauses, des fragments de phrases qui dissimulaient des intentions encore plus grandes. Ce sentiment me fit frémir, comme si j'ouvrais une porte qui allait changer non seulement mon destin, mais aussi la perception que j'avais de ma propre famille. Et dans cet état, entre le poids de la peur et la promesse silencieuse d'une révélation, je me suis retrouvé à couper le souffle. Je ne savais toujours pas ce que j'allais trouver, mais j'étais certain que chaque seconde me rapprochait du point où plus rien ne pourrait rester caché. J'ai passé le reste de la journée avec l'impression d'être observé, même chez moi. C'était comme si chaque objet portait un regard caché, chaque ombre me rappelant la conspiration révélée par l'enregistrement. La gravité résidait non seulement dans les paroles enregistrées, mais aussi dans le silence qui les suivait, le silence de quelqu'un qui croit ne pas être découvert. Et dans ce vide, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont chacun de mes gestes serait interprété. À partir de ce moment, la naïveté n'avait plus sa place. En parcourant les pièces, je me suis rendu compte que les murs contenaient deux versions de ma vie. L'histoire que j'ai toujours affichée, marquée par l'attention, le sacrifice et l'amour, et l'histoire cachée, marquée par le mépris, les pièges tendus et les rires à mes dépens. Cette dualité me hantait, mais elle m'éveillait aussi. Car s'il pouvait jouer un jeu silencieux contre moi,
je pouvais aussi apprendre à jouer en silence. La différence, c'était que ma force résidait dans la patience, dans ma capacité à observer avant d'agir. Je pensais que chacun de mes gestes passerait inaperçu si je conservais mon apparence habituelle. L'assiette sur la table, le sourire réservé, l'accord dans les conversations triviales, tout cela pouvait faire partie d'un déguisement. Je n'avais pas besoin de montrer que je comprenais. Il me suffisait d'attendre le bon moment, comme quelqu'un qui observe une toile d'araignée jusqu'à ce qu'elle se déploie complètement. Ce contraste me donnait un avantage certain. Il me sous-estimait, et j'ai appris à utiliser cette sous-estimation comme un bouclier. La nuit, j'ouvris la fenêtre et contemplai la rue déserte. La lumière des lampadaires éclairait des sections du trottoir, mais il y avait des zones d'ombre entre les deux. Cette vue semblait refléter exactement ce que je ressentais, la clarté par endroits, l'obscurité par ailleurs. Et dans ce jeu d'ombre et de lumière, il me faudrait partir. La peur était toujours là, mais en même temps, une nouvelle forme de confiance s'installa, non pas bruyante, mais ferme, comme la terre sèche après une inondation. À mesure que cette compréhension grandissait, j'ai aussi réalisé que je n'étais pas seul à ressentir cela. Combien d'autres ont vécu ce contraste? Combien ont été traités comme invisibles, pour découvrir plus tard qu'elles étaient la cible de quelque chose de plus grand? À ce stade, beaucoup ressentent le besoin de partager leurs propres histoires, comme si leur sens était facilité par les mots. C'est peut-être pourquoi il est utile de consigner chaque souvenir ou chaque intuition qui surgit, non pas pour moi, mais parce que chaque écho de l'expérience atténue le silence. Alors, j'avance prudemment entre l'obscurité de ce que je ne sais pas encore et la clarté de ce qui m'a déjà été révélé. L'étape suivante semble inévitable, et pourtant elle reste mystérieuse, telle une porte entr'ouverte, ne se révélant qu'à ceux qui ont le courage de l'enfoncer. Le lendemain matin, je me suis de nouveau assis près de la fenêtre. La rue était presque déserte, seul le bruit lointain d'une voiture rompait le silence. Regarder dans le vide m'a fait réaliser à quel point le monde extérieur peut paraître silencieux alors qu'une guerre silencieuse fait rage en nous. J'ai pris une grande inspiration, essayant de retenir mon cœur, et j'ai pensé que chaque pas, désormais, devrait être soigneusement pesé. Il ne s'agissait pas seulement de persévérer, mais de résister sans laisser la moindre trace de désespoir. Les jours suivants furent comme une promenade sur une planche cachée. Je feignais la normalité, souriais avec réserve et répondais à des questions banales. Mais au fond, chaque geste était enregistré, réfléchi et questionné. J'ai découvert que le regard de ma belle-fille s'attardait une seconde de plus sur la clé de l'appartement. Que mon fils évitait de parler d'argent quand nous étions seuls, mais éclatait d'un rire entendu dès sa présence. De petits détails, presque invisibles, mais qui s'accumulaient comme des gouttes qui remplissaient silencieusement un seau jusqu'à ce qu'il déborde. Il y eut des moments où je me sentais forte, prête à tout révéler, comme guidée par les flammes de l'indignation. Mais peu après, l'ombre du doute s'insinua, me rappelant que le moindre geste irréfléchi pouvait m'enfoncer davantage dans le piège. C'est ce combat entre courage et prudence qui minait mes forces. Chaque nuit était une bataille entre le sommeil et la pensée, entre l'envie d'agir et la peur de tout perdre. J'ai commencé à considérer la maison comme une scène. La table à manger, autrefois symbole de vie en communauté, ressemblait désormais à la pièce maîtresse d'une pièce de théâtre, où chaque réplique était répétée pour dissimuler les intentions. Les couloirs résonnaient de conversations interrompues à chaque fois que j'apparaissais. Même la simple ouverture d'un tiroir semblait chargée d'un sens caché. Vivre là, c'était comme marcher entre des rideaux, sachant que des yeux vigilants guettaient mon prochain geste. Et pourtant, il y avait aussi une étrange forme d'espoir. Une force tranquille qui me rappelait que le pouvoir ne résidait pas seulement dans leurs projets, mais aussi dans ce que je savais déjà. L'enregistrement n'était pas seulement la preuve d'un complot, il offrait aussi l'opportunité de changer l'histoire. Cette pensée me réchauffa comme un rayon de soleil filtrant à travers les fentes d'une vitre poussiéreuse. C'était faible, mais suffisamment fort pour me soutenir. Le contraste était constant. D'un côté, la peur lancinante, comme si une embuscade se profilait à chaque coin de rue. De l'autre, la certitude que le destin n'était pas encore scellé et que ma voix, même étouffée depuis des années, pouvait briser le silence à tout instant. Cet équilibre fragile m'empêchait de céder au désespoir. Je marchais sur des fils invisibles, conscient que le moindre déséquilibre pouvait tout révéler prématurément. Et ainsi, entre la chaleur de l'espoir et le froid de l'incertitude, je réalisais que je me rapprochais de plus en plus du moment où les masques tomberaient. Je ne savais pas encore comment ni quand, mais le sentiment était clair. Quelque chose d'important approchait, comme le bruit étouffé d'un orage qui n'a pas encore percé le ciel, mais qui fait déjà trembler les vitres. Les heures qui suivirent furent un étrange mélange d'éveil et de rêve.
Je marchais d'un pas léger dans la maison, comme si chaque parquet trahissait ma vigilance. La nuit était silencieuse, mais un bourdonnement constant résonnait en moi, comme si mon corps ne parvenait pas à se reposer. J'avais l'impression que le temps ne s'écoulait plus au même rythme. Chaque minute semblait s'allonger, vers quelque chose qui approchait lentement mais inexorablement. En ouvrant les rideaux, la lumière de la lune filtrait timidement, n'illuminant que quelques points, laissant le reste dans l'ombre. Dans ce contraste, je reconnus la similitude avec mon propre moment. Un point lumineux où la vérité avait déjà été révélée par un enregistrement audio, et de vastes zones d'obscurité où se cachaient des secrets encore plus grands. Cette prise de conscience me fit frémir. Il ne s'agissait pas seulement de ce que je savais déjà, mais de ce qui restait à découvrir. La routine semblait pleine de sens cachés. Le simple bruit de la clé qui tournait dans la porte me coupait le souffle, comme si chaque retour était une répétition pour quelque chose de plus grand. Les conversations dans le couloir, les portes qui se fermaient trop vite, les regards en coin quand on pensait que je ne remarquerais rien. Tout prenait la signification d'indices. C'était comme si la maison était devenue un jeu de société, et que j'étais à la fois un pion et un joueur. Par moments, une confiance s'installait, ferme et presque provocante. Je me sentais préparé, capable d'exploiter chaque détail à mon avantage, comme quelqu'un qui apprend à déchiffrer un langage secret. Mais le doute s'est vite installé, me rappelant que chaque faux pas pouvait me coûter cher. Cette hésitation était un jeu cruel, l'espoir brûlait comme une bougie, la peur éteignait la flamme en un instant. J'ai vécu entre ces extrêmes et n'ai jamais trouvé l'équilibre. Ce qui me dérangeait le plus, c'était leur nonchalance, comme si rien n'avait été dit dans l'enregistrement. Les sourires rapides, les questions banales, la fausse inquiétude pour ma santé. Ce spectacle quotidien me donnait l'impression d'être prisonnière d'une pièce où chaque acteur connaissait son rôle, sauf moi. Mais contrairement à avant, j'avais maintenant le texte caché dans ma poche, et ça changeait tout. Pourtant, le fardeau était réel. La sensation de porter en moi une vérité qui pouvait exploser à tout moment m'envahissait. C'était comme tenir un verre rempli à ras-bord, sachant pertinemment qu'un mouvement brusque ferait tout déborder. Et pourtant, je ne pouvais pas lâcher prise. Il fallait que je m'accroche jusqu'au moment opportun, jusqu'à ce que chaque mot enregistré soit révélé à tous. Cette nuit-là, avant de fermer les yeux, j'écoutais le bruit du vent contre les fenêtres. C'était un son obsédant qui semblait répéter une promesse silencieuse. Rien ne reste caché à jamais. Je savais que la révélation approchait. Je ne savais ni quand ni comment, mais je sentais dans tout mon corps que la frontière entre silence et révélation commençait déjà à s'estomper. Et lorsqu'elle se briserait, plus rien ne serait comme avant. L'aube se leva comme un éclair inattendu, me forçant à affronter la réalité. Le soleil filtrait à travers les rideaux et se répandait sur le sol du salon, laissant des traînées dorées sur le bois. Le contraste était cruel. La douce beauté de la lumière contrastait avec la dureté de ce que je portais en moi. Je marchais lentement, sentant le froid sous mes pieds, et remarquais que chaque détail autour de moi me semblait plus net, comme si le monde me disait que je ne pouvais plus vivre dans l'ombre du doute. L'enregistrement audio était toujours stocké, intact, prêt à exploser dès que je le désirais. Chaque fois que je me souvenais des voix et des rires, c'était comme si mon sang s'emballait, me rappelant que je n'étais pas une victime inerte. J'étais debout, respirant, tenant la vérité entre mes mains. Et cette prise de conscience me transforma. C'était comme si j'avais traversé un tunnel obscur, et avant même d'en avoir atteint la sortie, je sentais déjà l'odeur de la terre humide après la pluie, prémonition que quelque chose de nouveau allait naître. Une dualité régnait en moi, difficile à expliquer. D'un côté, la blessure ouverte, la cicatrice encore saignante, le souvenir d'avoir été trahi par la personne même qui était censée me protéger. De l'autre, la force qui naissait de cette douleur, une clarté que seule une perte absolue peut offrir. Je savais que je ne serais plus jamais la même, et malgré cette douleur, elle était aussi libératrice. J'ai regardé les portraits sur l'étagère. Chaque sourire figé semblait me fixer avec ironie, comme s'il détenait des secrets que j'avais enfin découverts. J'ai touché les photos et ressenti le poids des années, mais aussi la légèreté d'avoir survécu à chaque coup. La vie m'avait toujours mis à l'épreuve, et c'était peut-être l'épreuve ultime, découvrir si j'avais le courage de transformer l'humiliation en prise de conscience. À cet instant, j'ai compris quelque chose de simple et pourtant incroyable. La véritable force ne réside pas dans le fait de crier fort, mais dans le fait de reconnaître le moment opportun pour révéler ce qui est caché. Et cette décision, silencieuse et réfléchie, m'a déjà donné un sentiment de maîtrise dont il n'aurait jamais cru que j'étais capable. Ceux qui suivent ce cheminement le ressentent avec moi, pas à pas, comme s'ils étaient là avec moi, entendant ce même souffle retenu avant la tempête.
C'est pourquoi j'éprouve si souvent le besoin de laisser un petit geste de soutien, que ce soit par un « j'aime », un commentaire ou un abonnement. Car chaque interaction touche non seulement mon histoire, mais aussi toutes celles qui portent la même douleur et la même résistance. Ce qui nous attend n'est pas seulement une vengeance, c'est une révélation. Et lorsqu'elle viendra, aucun voile ne pourra cacher la vérité. À ce moment-là, tous ceux qui ont marché avec moi pourront dire qu'ils étaient là lorsque les ténèbres ont commencé à céder la place à la lumière. Et ce sentiment d'être ici, maintenant, témoin de la transformation, est un privilège qu'aucune trahison ne pourra nous enlever.